Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super, même si ces 2 dernières semaines étaient pas mal folles. Mais là, vu que je respire un peu, je me plains pas. Je voulais vous parler un peu de ma résolution de cette année. Et c'était d'essayer un truc nouveau par mois si possible. Peu importe que ce soit juste de la nourriture ou des activités ou quoi que ce soit en fait. Et je me demandais c'était quoi vos résolutions de cette année, histoire de papoter un peu quoi. Pour l'histoire d'aujourd'hui, elle nous emmène au Taïwan. C'est un true crime, mais pas un true crime classique. Vous allez voir qu'il est très, mais très particulier et surtout incroyable mais vrai. D'ailleurs, si vous aimez les histoires creepy, étranges et incroyables mais vraies, comme celle d'aujourd'hui, vous êtes sur la bonne chaîne car j'adore lire à ce sujet et vous dénicher des pépites. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et pourquoi pas partager car ça m'aide à référencer ma chaîne sur YouTube et surtout, ça m'encourage à continuer de poster en sachant que mon contenu plaît. Je pense que j'ai tout dit et du coup j'ai plus rien à ajouter pour l'intro, mis à part, moi c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. Nous sommes le 4 février 1991 dans une station de taxi pas très loin de l'aéroport de Kaohsiung City, au Taïwan. Cette station est assez fréquentée car, vous pouvez l'imaginer, les taxis sont très en demande dans cette zone. Liu Chu-tian, j'espère que j'ai bien dit son nom, est un chauffeur de taxi de 35 ans qui travaillait souvent sur cette station. Mais ce jour-là, son comportement était pour le moins étrange. Il a traversé le parking bandé de monde en courant frénétiquement comme s'il était poursuivi par quelqu'un. Puis, arrivé à son taxi, il a littéralement plongé dedans, a rapidement verrouillé toutes les portes et a commencé à regarder autour de lui comme s'il s'attendait à voir son poursuivant apparaître à une fenêtre et tenter de forcer sa voiture pour l'atteindre. Au bout d'un moment, il s'est arrêté de s'agiter dans son taxi, puis s'est saisi d'une statuette de Bouddha dorée qu'il a placée sur son tableau de bord. Cette statuette ne trônait pas seule sur le tableau de bord, mais elle rejoignait 3 autres statuettes similaires. Et comme si ce n'était pas suffisant, toutes les fenêtres de son taxi étaient ornées de plein de petits papiers parchemins jaunes destinés à éloigner les mauvais esprits. Des genres de gris-gris, quoi. Liu s'est ensuite redressé sur son siège, a fermé les yeux et s'est mis à prier. De l'autre côté du parking, dans le bureau du dispatch, le comportement bizarre de Liu a attiré l'attention du répartiteur et de Wang, un autre chauffeur de taxi. Ils étaient tous les deux en train de regarder inquiets Liu à travers la fenêtre du bureau. D'enfant, il s'était un petit peu habitué à la personnalité décalée et étrange de Liu. Il était déjà connu pour être antisocial et avec de mauvaises manières en général. Une personne qu'on pourrait qualifier d'antipathique, quoi. Cependant, récemment, tous ses collègues ont remarqué un changement drastique. Liu est passé d'antisocial et maladroit à menaçant, voire même agressif. Il s'est mis à raconter à qui veut l'entendre qu'il détestait les chats et les chiens errants. Il faut dire que dans les quartiers de Taïwan, il n'aurait étonné personne avec ses propos, car la majorité des gens sont dérangés par les animaux errants. Mais ils ont aussi appris à les ignorer et à les laisser survivre à leur manière. Mais là où les propos et le comportement de Liu a choqué son entourage, et qu'il voulait tellement bannir les chiens et les chats errants de son quartier qu'il est allé jusqu'à se procurer une arbalète et à tirer sur ces pauvres bêtes, et ce, toutes les nuits. Bien sûr, vous pouvez l'imaginer, Liu était fier de raconter ça à ses collègues qui, eux, étaient horrifiés. Du coup, ce matin-là, en voyant son comportement erratique et son taxi qui était quasiment transformé en un genre de sanctuaire mobile à un point tel où la visibilité était quasiment nulle à la conduite, les collègues de Liu étaient encore plus inquiets pour lui, ou plutôt ils étaient plus inquiets à son sujet. Mais encore une fois, malgré leur inquiétude,
personne n'a osé l'aborder ni lui demander pourquoi il faisait tout ça. Pourquoi il mettait autant de gris-gris et de protection dans son taxi? Pour eux, il représentait un genre de bombe à retardement, donc personne ne voulait interagir avec lui et tout le monde l'a juste laissé faire ce qu'il voulait sans brancher. Tout le monde, sauf Wang, parce que le comportement de Liu en ce 4 février était tellement psychotique et dérangeant que Wang et le répartiteur ont décidé de le reporter à la police. Et Wang s'est porté volontaire pour le signalement. Et justement, alors que Wang s'apprêtait à quitter le bureau pour appeler la police, il a vu Liu sortir du parking en conduisant comme un fou furieux. Il manquait carrément d'écraser des gens sur son chemin et de rentrer dans d'autres taxis. À ce stade, c'était clair. Si Wang avait un doute à appeler la police, ce doute s'est carrément dissipé avec cette scène. Il fallait définitivement intervenir avant que quelqu'un ne soit blessé. Du coup, au lieu de juste appeler, Wang a décidé d'attendre le lendemain matin pour aller directement voir un ami à lui qui travaillait au département de police de Kaohsiung City. Lorsqu'il a enfin pu en parler à son ami, Wang a été surpris de savoir que la police s'intéressait déjà à Liu parce qu'il avait été suspecté dans une affaire de disparition d'une jeune femme de 23 ans. Ça s'était passé en avril 1990, soit environ 10 mois auparavant. Mariko Higuchi, une jeune japonaise, avait disparu pendant ses vacances au Taïwan. Cette disparition a été prise extrêmement au sérieux par les autorités, car à l'époque, l'économie taïwanaise dépendait énormément du tourisme japonais, et du coup, Taïwan faisait tout pour bien polir son image auprès des touristes japonais et offrait beaucoup de facilités. D'ailleurs, il était très courant pour les étudiants japonais de partir au Taïwan pour fêter leur remise de diplôme ou leur anniversaire. Et Mariko ne faisait pas exception à cette règle. Elle voyageait seule pour célébrer la fin de ses études. Il faut savoir qu'à l'époque, le Taïwan était la première destination des étudiants japonais pour un voyage de fin d'études. De 1, parce que ce n'est pas loin du Japon, et de 2, le Taïwan avait la réputation d'être sûr. C'est d'ailleurs pour ça que ses parents, les parents à Mariko, se sentaient confiants à ce qu'elle y aille toute seule. Aussi, il était de coutume au Taïwan pour les chauffeurs de taxi d'offrir l'hospitalité aux voyageurs s'ils le souhaitaient pour leur permettre d'économiser un peu plus sur les hôtels et profiter encore plus de leur voyage. C'était très courant à l'époque et les étudiants japonais appréciaient beaucoup cette coutume. Bref, Maeko a débarqué au Taïwan le 2 avril au soir. Après son arrivée, elle a séjourné à la Maison internationale de la jeunesse de Taipei, puis elle a réellement entamé son exploration de Taipei le 3 avril. Et elle est restée chez un chauffeur de taxi juste avant de disparaître. Logiquement, lorsque les inspecteurs ont commencé leur enquête sur sa disparition, le premier endroit où ils sont allés était la station de taxi. La police s'est d'abord intéressée à un chauffeur en particulier. Cet homme a déclaré qu'il avait bien emmené Mariko dans son taxi, qu'il l'a conduit à différents endroits touristiques de Taïwan et que le soir venu, il lui avait proposé de dormir chez lui, chose qu'elle a acceptée. Le lendemain, Mariko serait partie et il ne l'aurait plus jamais revue. Les enquêteurs ont alors continué à creuser et ont découvert qu'après avoir quitté la maison de ce chauffeur, Mariko a envoyé une carte postale à sa famille. Cette carte a permis d'exclure ce chauffeur-là de la liste des suspects potentiels. À partir de là, l'enquête sur la disparition de Mariko a commencé à piétiner. Les enquêteurs n'ont pas pu mettre la main sur d'autres chauffeurs de taxi qui auraient pu entrer en contact avec la jeune femme et aucun nouvel élément ne semblait les mettre sur une piste sérieuse. Du coup, au bout de quelques mois, la police a décidé d'offrir une récompense à toute personne qui leur apporterait des informations sur l'affaire. Bien sûr, ils ont reçu plein d'infos bidons parce que le monde voulait juste la récompense. Mais ils ont aussi eu un tuyau selon lequel Mariko aurait été vue en train de parler à Liu à la station de taxi juste avant de disparaître. Lorsqu'il a été interrogé, Liu a immédiatement avoué avoir emmené Mariko pour une course de la station de taxi jusqu'à la ville et qu'après leurs chemins se sont séparés et que Mariko n'est jamais venue dormir chez lui. Les enquêteurs ont bien essayé de squeezer Liu avec leurs questions, mais ils n'ont rien pu obtenir d'autre. En même temps, il faut comprendre qu'ils n'arrêtaient pas d'avoir un flux constant de tuyaux qui étaient pour la plupart faux, mais qu'ils ne pouvaient quand même pas négliger. Donc, ils ont gardé Liu dans un coin de leur tête, tout en continuant à éliminer les fausses informations qu'ils recevaient. Malgré la lenteur de l'enquête, l'affaire a pris une ampleur nationale et internationale, et des gens du monde entier se sont mis à suivre son évolution.
Et justement, pendant cette période, les Taïwanais ont commencé à recevoir des appels téléphoniques très étranges. Leur téléphone sonnait et lorsqu'ils décrochaient, ils entendaient à l'autre bout du fil une femme paniquée qui parlait en japonais. La femme semblait clairement paniquée et demandait de l'aide. Mais au Taïwan, le monde parlait essentiellement taïwanais et mandarin et n'avait aucune notion de japonais. Donc, pour les Taïwanais, de recevoir un coup de téléphone en japonais était déjà étrange. Mais qu'en plus, la personne au bout du fil est une femme paniquée, en plein milieu d'une affaire très médiatisée de disparition d'une japonaise, a fait que c'est devenu carrément flippant. Et tout le monde s'est mis à penser que c'était Mariko qui passait ces appels-là. Mais encore une fois, les personnes qui avaient reçu ces appels ne pouvaient rien faire puisque, de leur point de vue, ils comprenaient rien à ce qu'elle disait. C'était juste une femme qui criait en japonais avant de raccrocher brusquement. Vous l'aurez donc compris, quand Wang a signalé le comportement de Liu à son ami, la disparition de Mariko était à son paroxysme médiatique et la police enquêtait encore activement dessus. Ce qui veut dire que Liu n'était pas encore hors de leur ligne de mire. C'est vrai qu'il était loin d'être un suspect principal, mais il n'était pas non plus lavé de tout soupçon à leurs yeux. Je vous laisse donc vous imaginer le tableau. Tu es inspecteur de police qui enquête sur une disparition et tu entends que l'une des personnes que tu suspectais potentiellement d'être impliquée agit de manière très bizarre. Il est complètement logique que tu t'intéresses encore plus à cette personne, non ? Eh bien, c'est ce qui s'est passé puisqu'une fois que la police a communiqué l'incident au détective qui était en charge de l'affaire de disparition, celui-ci a décidé de mettre Liu sous surveillance. Et c'est comme ça que la filature de Liu a commencé en mi-février 1991. Plusieurs enquêteurs, incluant l'enquêteur principal, se sont relayés pour surveiller les moindres déplacements de Liu. Ils ont passé de longues heures à le filer. Ils ont évité d'interagir avec aucun de ses clients parce que leur but, ou plutôt leur espoir, était que Liu fasse quelque chose qui les mettrait sur une piste, ou mieux, qu'il les mène à l'endroit où se trouverait Mariko. Vous allez vite voir que leurs espoirs vont être dépassés, mais pas dans le sens que vous pensez. Sinon, je ne serais pas là à vous raconter cette histoire. Bref, pendant toute la durée de la filature, Liu n'a quasiment jamais quitté son taxi. La journée type de Liu était de prendre des courses les unes après les autres, puis en fin de journée, au lieu de rentrer chez lui, il dormait dans son taxi qui parquait soit dans le parking de la station de taxi, soit dans d'autres endroits aléatoires de Taipei où il avait le droit de stationner pour la nuit. Liu ne rentrait chez lui que pour des nécessités, comme par exemple pour prendre une douche ou pour aller à la salle de bain, j'imagine. Et si ça, ce n'est pas déjà assez étrange, Liu a tout un rituel bizarre avant d'entrer dans son appartement. En gros, chaque fois qu'il se garait devant son immeuble, il se mettait à regarder frénétiquement autour de lui comme s'il se sentait poursuivi par une personne qui lui voudrait du mal. Puis, une fois qu'il était sûr qu'il n'y avait aucun assaillant dans les parages, il ouvrait sa portière et sprintait à l'intérieur de son immeuble. Il ne restait pas longtemps hors des regards des enquêteurs, car à chaque fois, ils attendaient seulement quelques minutes avant de le voir émerger en courant à travers la porte de son immeuble et plonger comme un fou dans sa voiture en fermant toutes les portières derrière lui, avant de rapidement serrer ses statues de Bouddha contre lui et frotter les papiers gris-gris qui, je vous rappelle, étaient tapés partout à l'intérieur de son taxi. Ensuite, il se mettait à scruter encore une fois autour de lui d'une manière frénétique et clairement terrifié, comme pour s'assurer qu'il n'était pas poursuivi par personne. Les enquêteurs ont remarqué qu'à chaque fois, Liu avait besoin d'un bon 10 minutes pour se calmer après chaque visite dans son propre appartement. Une fois calmé, Liu replaçait les statuettes sur son tableau de bord, s'assurait que tous ses papiers gris-gris étaient bien accrochés, puis reprenait la route. Le comportement de Liu a bien sûr mis la puce à l'oreille au détective principal. Mais pas en tant que meurtrier potentiel. Il prenait plus Liu pour quelqu'un qui souffrirait d'une maladie mentale et qui sombrait progressivement dans la folie. Du coup, pour confirmer cette supposition d'aliénation, il fallait qu'il sache ce qui se passe dans l'appartement de Liu à chaque fois qu'il y rentre. En gros, il fallait qu'il s'assure qu'il n'y a rien dans l'appartement de Liu qui le pousse à avoir peur pour confirmer que Liu aurait probablement besoin d'un internement et d'un suivi psychiatrique et ça lui permettrait de l'éliminer de la liste de suspects de l'affaire de Mariko. Donc, le 4 mars 1991, l'enquêteur principal a décidé d'aller directement discuter avec Liu.
mais pas en le convoquant au commissariat, parce que l'enquêteur voulait aussi savoir ce qui se passait dans cet appartement durant les quelques minutes où Liu était dedans. Donc, son plan était de le surprendre en plein dans son délire psychotique. Il s'est alors entendu avec les agents qui étaient de surveillance ce jour-là pour qu'ils l'appellent dès que Liu se dirigerait vers son appartement. L'enquêteur irait alors avec plusieurs autres officiers de police pour l'accueillir lorsqu'il quitterait son immeuble en courant pour plonger dans son taxi, comme à chaque fois. En gros, il lui bloquerait l'accès à son taxi et l'obligerait à parler. Bien sûr, tous les policiers, l'enquêteur inclus, étaient embusqués derrière leur voiture, armes en main, en mettant en joue l'entrée de l'immeuble. Ce qui est compréhensible car ils n'avaient aucune idée de la possible réaction de Liu. Ils s'attendaient même à une réaction assez violente, connaissant maintenant la personnalité complètement instable de l'homme. Mais la réaction de Liu était tout simplement lunaire et complètement inattendue. Liu est sorti en courant de son immeuble comme à chaque fois, mais dès qu'il s'est rendu compte de la présence des flics qui étaient prêts à lui sauter littéralement dessus, il s'est effondré sur ses genoux et a commencé à pleurer et à les remercier encore et encore et encore. Donc, je vous laisse imaginer la scène, puis surtout la tête de l'enquêteur qui, devant cette scène-là, était complètement larguée. Il ne comprenait pas du tout pourquoi Liu pleurait, ni de quoi il les remerciait. L'enquêteur s'est quand même vite remis de sa stupeur et s'est avancé vers Liu pour l'informer qu'il devait discuter avec lui au commissariat. Liu n'a pas eu à se le faire dire deux fois. Il était vraiment willing de parler à la police. Un peu comme si la police était sa rédemption ou son exutoire, quoi. Une fois arrivé au commissariat, sur tout le trajet menant à la salle d'interrogatoire, Liu n'a pas arrêté de remercier toutes et chacun des policiers qu'il croisait en leur disant qu'ils étaient ses sauveurs, qui ne savaient pas quoi faire s'ils n'étaient pas venus secourir. Dès que l'enquêteur est entré dans la salle d'interrogatoire, Liu s'est mis à le supplier de le laisser rester au commissariat, que c'était le seul endroit où il se sentirait en sécurité et plein d'autres trucs du genre. Bref, vraiment lunaire. Il faut dire que ça arrive pas souvent que la police vienne pour embarquer une personne pour l'interroger parce qu'elle était suspecte d'enlèvement/meurtre et que la personne est aussi contente de les voir. Sauf que quelque chose de tellement terrifiant s'est encore une fois produit chez Liu et l'a encore une fois poussé à sortir en trempe de chez lui que quand il a vu la police, il était absolument soulagé. Voici ce qui s'est passé. Lorsque Liu est entré dans son appartement, qui était plongé dans le noir avec toutes les lumières éteintes et les rideaux tirés, il avait déjà son cœur qui battait la chamade. Il a regardé autour de lui comme pour inspecter, et l'appartement était complètement vide et silencieux. Ce qui est normal, puisqu'il vit seul et n'a aucun animal de compagnie, compte tenu de son amour connu pour les animaux. Bref, ce silence n'a pas duré longtemps, car il a rapidement commencé à entendre ce bruit qui le hantait. Le son d'une respiration lente et rauque qui venait de la pénombre de la pièce qui lui faisait face. Liu était complètement désarçonné et terrifié. Il savait pertinemment qu'il ne pouvait rien y faire sauf essayer d'entrer rapidement, aller aux toilettes et sortir tout aussi rapidement qu'il est entré. Donc, il a commencé à marcher sur la pointe des pieds, aussi lentement et silencieusement qu'il le pouvait. Il gardait ses yeux rivés sur la chambre d'où venait la respiration et tentait de rester en dehors du champ de la porte de cette pièce. Une fois qu'il a pu traverser la zone où il pouvait être vu à travers la porte, parce qu'il est dans cette chambre-là, il a sprinté dans le couloir pour s'enfermer dans la salle de bain. Puis, aussi vite qu'il le pouvait, il a utilisé un gant de toilette pour se nettoyer, parce qu'il ne pouvait pas se permettre le luxe de prendre une douche à cause de ce qu'il avait dans son appartement. Et une fois qu'il avait fini, il a pris une profonde inspiration et a ouvert la porte. Mais cette fois, son appartement était de nouveau silencieux. La respiration avait disparu. Liu s'est alors dit que c'était sa fenêtre pour s'enfuir de son appartement sans être attrapé. À peine il a commencé à courir vers la porte qu'il a entendu, comme d'habitude, une voix féminine rauque et désincarnée qui lui hurlait dessus. La voix était tellement puissante qu'elle échoait dans la pièce. Cette voix n'arrêtait pas de répéter « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?» Liu était presque au niveau de sa porte d'entrée quand, instinctivement, il s'est retourné et a vu le spectacle le plus flippant de sa vie. La tête de Mariko, avec le visage pâle et en colère et des cheveux en bataille qui fonçaient droit sur lui depuis la chambre de l'autre côté de son appartement. Horrifié,
Liu a à peine eu le temps de sortir de son appartement et de claquer la porte qu'il a entendu la tête s'y heurter violemment avant que l'atmosphère ne redevienne silencieuse. Maintenant, dites-vous que Liu subissait ça à chaque fois qu'il mettait les pieds dans son appart. C'est pour ça qu'il semblait complètement maniaque. Il était tout simplement terrifié parce qu'il était convaincu que son appartement était hanté par une sorte d'entité démoniaque ou encore que c'était l'esprit en colère de Mariko qui le hantait. Il n'avait personne à qui se confier et il ne savait plus quoi faire pour s'en débarrasser. Du coup, il a juste, en quelque sorte, déménagé dans son taxi. Alors, quand Liu a vu les policiers l'attendre devant chez lui, il était tellement au bout du rouleau qu'il espérait sincèrement que eux l'aideraient à se débarrasser de ce fantôme pour qu'il reprenne une vie normale. Dans la salle d'interrogatoire, l'enquêteur a progressivement amené Liu à lui raconter toute cette histoire. Puisqu'au départ, Liu était très réticent, surtout concernant la partie au sujet de la tête volante de Mariko. D'ailleurs, une fois cette info reçue, des agents de police ont été envoyés à l'appartement de Liu dans l'espoir de trouver peut-être une Mariko séquestrée. Après tout, c'est peut-être là qu'elle se trouvait pendant tout ce temps, ou peut-être qu'elle était entrée par effraction dans son appartement et qu'elle s'amusait à l'effrayer pour squatter tranquillement chez lui. Tout était possible après tout, sauf que quand la police a pénétré dans l'appartement, il n'y avait aucun signe de vie. Il n'y avait aucun signe qu'une autre personne que Liu occupait cet endroit. Et il n'y avait aucun signe d'effraction aussi. Le fait qu'elle n'ait rien trouvé a fait que la police est devenue très suspicieuse, surtout que les mentions d'une jeune femme dans la disparition est plus que médiatisée. Du coup, l'enquêteur a fait pression sur Liu pour lui soutirer plus d'infos. Il voulait absolument savoir pourquoi Liu était convaincu que Mariko était chez lui, alors que clairement, il n'y avait personne chez lui. Et c'est au bout de 4 jours d'interrogatoire que Liu a finalement parlé. Il a admis à la police qu'il a effectivement transporté Mariko lorsqu'elle est arrivée à Taipei, mais qu'il avait menti quant au fait qu'il ne l'a plus revue après l'avoir déposée à sa destination. Il s'est avéré que Liu a passé la journée à faire visiter des endroits touristiques à Mariko. Et comme le voulait la coutume, il lui a proposé de passer la nuit chez lui. Chose que la jeune femme a évidemment acceptée. Ce soir-là, Liu lui aurait fait des avances qu'elle a repoussées et il l'a accepté. Mais lorsque Mariko s'est endormie, Liu s'est saisi de son arbalète, s'est faufilé dans la chambre au fond de son appartement où Mariko était endormie et lui a tiré dessus 4 fois. Ensuite, il lui a coupé la tête et la nuit suivante, il a enterré son corps. Cette même nuit-là, où Liu a pensé s'être débarrassé de Mariko en l'enterrant, il a commencé à entendre cette respiration rauque chez lui. Et peu de temps après, c'était la tête coupée de Mariko qui le poursuivait partout à travers son appartement en hurlant incessamment des pourquoi. Liu s'était fait littéralement et constamment hanter par la tête coupée de sa victime. La tête l'a forcé à habiter dans son taxi et à avoir tellement la trouille qu'il s'était mis à accrocher tous ses gris-gris et à s'entourer des statuettes de Bouddha, sûrement dans une tentative d'éloigner cet esprit qui croyait maléfique. Liu a aussi révélé à la police l'endroit où il avait enterré le corps de Mariko. Il a insisté sur le fait que même s'il lui avait coupé la tête, il a enterré le corps et la tête au même endroit. Mais quand la police est allée déterrer Mariko, elle a seulement trouvé son corps. Sa tête, elle, manquait à l'appel. Liu a bien sûr été reconnu coupable de meurtre au premier degré et il a écopé d'une peine d'emprisonnement à vie qu'il purge encore. Cette sentence est bien sûr considérée bien trop douce et trop gentille pour l'atrocité qu'il a commise. À ce jour, les Taïwanais, y compris la police et à leur tête l'enquêteur qui était en charge de cette affaire, pensent qu'elle a été résolue en grande partie grâce au fantôme de Mariko. Car en gros, si Liu n'avait pas atteint un point de rupture tellement il était rendu fou par cette tête qui le hantait, il n'aurait jamais admis son meurtre. L'enquêteur a même raconté qu'à un moment donné, il était seul à l'intérieur de l'appartement de Liu lorsqu'il a senti quelqu'un le pousser dans son dos. Quand il s'est retourné, il n'a vu personne. Pour lui, il n'y avait aucun doute, l'esprit de Mariko hantait cet appartement. Il y a aussi ces appels téléphoniques étranges que les gens attribuent définitivement au fantôme de Mariko. Ils pensent que c'était peut-être l'une de ses tentatives pour maintenir l'intérêt élevé à son histoire, afin qu'elle ne tombe pas dans l'oubli et qu'elle ne devienne pas une énième affaire non résolue.
Par contre, malgré la résolution de l'affaire, la tête de Mariko n'a jamais été retrouvée. Alors, selon vous, Mariko aurait-elle contribué à résoudre son propre meurtre? Ou est-ce que c'était juste le poids de la culpabilité qui a entraîné des hallucinations chez Liu? Si c'est le cas, où est alors passée la tête et surtout, qui était la japonaise à l'autre bout du fil qui n'arrêtait pas d'appeler des gens au hasard? J'ai hâte de lire vos avis sur cette histoire que j'ai trouvée vraiment folle pour le coup. Si cette histoire vous a plu autant qu'à moi en la découvrant, n'hésitez pas à me lâcher un beau petit like, à me laisser votre avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines j'espère, sinon à très très bientôt. En attendant, portez-vous bien, n'oubliez pas de sourire et de profiter de la vie, soyez bienveillants et surtout, restez safe. Ciao!